est 19h. Yorana, voici les titres de l'actualité de ce samedi. À la une ce soir, les résidents répondent à l'appel des pensions de famille et des hôtels. Le seul qui a fait le pari de rester ouvert a réussi à vendre 260 nuitées. Les îles ont dépensé aussi pour participer au salon du tourisme virtuel. La casse est limitée pour quelques-unes. Incompréhension et perplexité règnent dans le monde de la restauration. 1 heure de plus, 2 jours par semaine seulement. La mesure d'allègement du couvre-feu ne les convient pas. Les toérés retentiront, les voix résonneront et les corps danseront de nouveau grâce au festival Tahiti Tiamai. Pas de concours, mais juste un moment pour faire revivre les émotions. Et la touche féminine parfaitement récompensée au FIFO 2021. Les principaux films récompensés ont été réalisés par des réalisatrices. Loimata, un documentaire néo-zélandais, remporte cette édition virtuelle. A-t-elle été à la hauteur des attentes du public et de l'organisation? Myriam Abono, la présidente de la FIFO, nous donnera sa réponse dans quelques instants. Et enfin, l'AS Stéphana veut briller dans l'Hexagone au travers de 2 jeunes joueurs. Keanan et Vatea veulent devenir des joueurs professionnels. Et pour cela, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Avec l'aide d'un entraîneur aguerri, c'est encore mieux. C'est la 2e fois qu'il faut réserver en un clic. Le salon du tourisme virtuel n'a pas découragé la clientèle locale. Les pensions de famille en ont profité et les rares hôtels encore ouverts aussi. Seul mauvais point relevé par les représentants du secteur des îles, l'obligation pour eux de venir à Tahiti faute d'Internet. Natacha Silagi, Patrick Sing Sing. Un salon virtuel pour limiter la casse, car le marché français représente le plus gros pourcentage de la clientèle touristique des îles, sauf à Bora Bora, où les hôtels sont fermés aux Américains et où les rescapés qui misent sur la clientèle locale pour rester ouverts ont réussi à vendre 260 nuits jusqu'en avril. On va essayer de garder notre hôtel ouvert sur février, mars sous réserve qu'il y a encore des nouvelles restrictions, mais on espère que non. C'est sûr que c'est pas simple, c'est pas une période comme on les aime, ça devient compliqué, mais on espère réellement que ça réouvre à partir du 1er avril pour l'international. Car le secteur a déjà perdu 30 milliards de recettes et 30% de ses emplois l'an dernier. Alors même si elle doit faire 4 heures de vol et quitter sa pension de Rikitea pour y participer, faute de débit suffisant pour Internet, Bianca se déplace. Elle a rempli 60% de sa pension pour les 2 prochains mois. Je suis obligée de venir à Tahiti pour pouvoir avoir justement ce taux de remplissage. Sinon, je n'aurais pas pu faire ce taux de remplissage parce qu'il faut avoir un très bon débit déjà pour y accéder. 150 participants au total pour plus de 500 offres. Pas concluant selon Muriel, pour qui le salon du tourisme virtuel aura été un échec. 2 fois moins de réservations que l'an dernier. Le salon de tourisme n'a pas donné les résultats que l'on escomptait, à savoir que par rapport à un salon du tourisme en présentiel, au mois de février, qui est le plus gros salon que nous avons sur l'année, nous avons à peine fait 50%. 2 pensions décidées de fermer en attendant le retour des touristes internationaux. Les offres promotionnelles sont proposées jusqu'à demain, dimanche 14 février. Les restaurateurs avaient une lueur d'espoir, mais elle a été balayée très vite à coups d'extincteurs par les dernières annonces. Les allègements de restrictions sanitaires ne sont pas du tout à la hauteur de leurs attentes. Le nouvel an chinois leur a cependant permis d'oublier un peu leur inquiétude. Les cuisines de certains établissements ont tourné à plein régime hier soir. James O et Patrick Sing Sing. Il y avait du monde hier soir au restaurant Le Cheval d'Or à Papeete. Et pour cause, la communauté chinoise de Polynésie célébrait l'entrée dans la nouvelle année du buffle de métal. C'est juste une occasion pour réunir la famille et être heureux, voilà. Mon épouse et moi, les enfants ont grandi, donc on est restés seuls et puis on a décidé de faire un repas un peu spécial, en pensant justement un petit peu aussi au jour de l'an chinois. Si l'allègement du couvre-feu n'entrera en vigueur que la semaine prochaine, certaines familles ont pris leur disposition pour dîner sur place. Mais le restaurant ne peut recevoir que la moitié de sa capacité d'accueil.
C'est un peu difficile puisque ce matin nous sommes allés quand même au temple pour démarrer le jour de l'an chinois. Nous avons invoqué Kanti, mais dans les mesures sanitaires qui s'imposent aujourd'hui. Hein, voilà. En fait, on prend toujours les mêmes quand on vient ici. Canapé quinoa, viande brisée, poisson purée de coco, du poulet citron, chow mein et des crevettes au sel. Du côté des restaurateurs, l'annonce de l'allègement du couvre-feu leur laisse un goût amer. Ils espéraient plus des autorités du pays et de l'État. On s'attendait à vraiment être libérés parce que frontières fermées, les gens commencent à être bien vaccinés. Les cas sont sur une pente descendante et encourageante. On pensait qu'on allait avoir beaucoup plus que 8 heures par mois, c'est-à-dire 2 heures par semaine. Et en plus 2 heures par semaine. Pourquoi le jeudi alors que c'était mieux pour nous restaurateurs, je pense que c'est unanime, je pensais que c'était plus logique et mieux pour nous aider à travailler de faire vendredi et samedi plutôt que jeudi-vendredi. À partir de la semaine prochaine donc, le couvre-feu démarrera à compter de 22h, mais uniquement les jeudis et les vendredis soirs. Des décisions qui laissent les professionnels perplexes quand 40% de leur chiffre d'affaires est réalisé la nuit. La restauration, par ailleurs, qui emploie environ 5000 salariés. Entre le protocole sanitaire et le huis clos, il va falloir s'adapter. C'est le maître mot désormais pour tout le monde et surtout pour les artistes. Condition indispensable pour pouvoir s'exprimer de nouveau sur scène dès le 1er juillet. Tahiti Tiamai est l'opportunité donnée par le ministère de la Culture en version 100% numérique pour l'heure. Les détails avec Caroline Fari et Hiro Terorotua. Ils prennent connaissance des nouvelles conditions du spectacle. Avec des répétitions perturbées pour les groupes de chants et danses, le concours n'aura pas lieu. À sa place, le festival Tahiti Tiamai réunira 18 groupes de chants et 18 groupes de danse, probablement sans public. C'est vrai qu'on a l'habitude, à tous les Heiva, c'est une fête populaire et cette année, il nous a annoncé qu'il n'y aura pas, peut-être, pas de spectateurs. On ne peut pas faire autrement avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on est obligé d'accepter. Les chanteurs devront interpréter 2 chants, un tarava et un autre chant traditionnel de leur choix, une carte blanche au sein de ce festival qui se veut symbolique. Après le cyclone de 1984, Koko Hotahota a écrit ce chant, Tahiti Tiamai, pour dire qu'il faut qu'on se relève. Là, on veut reprendre ce message et l'adresser à nouveau à la population pour dire Tahiti, lève-toi, et l'adresser aussi au monde entier pour dire que cette pandémie a mis la planète à genoux. Eh bien, il faut qu'on se relève. Une compétition annulée, mais des troupes rémunérées malgré un budget limité. Si les conditions sanitaires ne s'améliorent pas d'ici là, le spectacle sera médiatisé et certainement numérique. Peu importe les conditions qui seront imposées lors de la période du festival, on s'adaptera et on fera en sorte qu'on puisse continuer à produire de la culture en distanciel comme en présentiel. En tout cas, nos équipes sont déjà préparées et en tout cas, on met en place tous les protocoles sanitaires nécessaires pour accueillir ou pas du public. Les groupes de chant seront financés à hauteur de 400 000 francs, mais il y a des conditions. Il faut que ce soit des groupes qui aient participé au moins une fois à un des Heiva. Les groupes de danse plus exigeants en costume recevront une rémunération plus importante. Une nouvelle réunion est prévue en avril pour peaufiner le programme et monter les dossiers des groupes. Début des inscriptions mardi 16 février. Pas de précision pour l'instant sur le Heiva des écoles de danse. Et c'est aussi en ligne que le jury du FIFO a rendu son verdict. Loimata, les larmes les plus douces, un film néo-zélandais, remporte cette 18e édition. Le public, lui, a été plus sensible aux documentaires locaux. Résumé de ce palmarès avec Thierry Stamfleur. Et vous allez le voir, les femmes se sont particulièrement distinguées. C'est en duplex d'Australie que la productrice Julia Overton a annoncé le Grand Prix 2021 du FIFO. 18e édition du FIFO et Loimata. Loimata n'était pas seulement le film le plus long de la sélection, il était surtout le mieux construit, le plus dense en émotions retenues.
Une famille d'origine samoane installée en Nouvelle-Zélande, unie dans la douloureuse révélation d'un passé obsédant et traumatisant. Quand une personne se sait condamnée clairement par la maladie, parfois dans sa tête apparaît ce qu'elle veut accomplir dans l'ultime partie de sa vie. Comme un capitaine de waka qu'elle était, elle a entraîné toute sa famille dans son projet de revivre ces événements passés. Et le film a alors pris une toute autre dimension. Ce personnage d'Emma, consciente de vivre ses derniers mois et qui entraîne toute sa fratrie sur les traces de leur vie en Nouvelle-Zélande et Samoa, restera comme le moment le plus fort de cette édition. Le prix spécial va à l'évocation par la franco-australienne Laurence Billette de la carrière flamboyante de Cathy Freeman, inflexible dans l'affirmation de son identité face à certains médias sportifs australiens toujours aussi réactionnaires. Le jury semble avoir apprécié les partis pris esthétiques de ce documentaire spectaculaire. L'idée, c'était vraiment d'être à l'intérieur de sa tête, dans sa tête. Et du coup, je m'étais dit que ça pourrait être sympa de projeter des images justement de ce dont elle parle, qui illustrent ce dont elle parle, et avoir cette impression un peu d'être à l'intérieur de l'esprit de quelqu'un. Le prix du public va à Makatea, la terre convoitée. Auteur d'une série de films sur le monde agricole, Claire Perdry a été touchée par le sort de cette île à la destinée si particulière. Un territoire minuscule, mais gorgé de phosphate, un engrais naturel qui le rend prodigieusement fertile. J'ai découvert l'histoire de ce combat de Makatea contre l'implantation de cette mine et surtout l'histoire géologique incroyable de cet atoll surélevé, dont j'ignorais vraiment l'existence, j'avoue. Makatea, qui porte les cicatrices de son histoire, est à la croisée des chemins. Enfin, notez la récompense pour le court-métrage consacré à Henry Burns, récit là encore d'une enfance cabossée. Et nous accueillons notre invitée Myriam Abono. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on le disait, les femmes se sont distinguées cette année. C'est déjà arrivé par le passé, bien sûr, mais si l'on prend par exemple le Festival de Cannes où les femmes ont souvent droit qu'au lot de consolation, pensez-vous que les documentaires sont des formats dans lesquels elles excellent ? Alors c'est vrai que c'est une question qui revient en fait depuis 2-3 ans au FIFO, à la présence des femmes dans le documentaire et particulièrement dans le documentaire océanien. J'avoue que si vous ne me l'aviez pas fait remarquer, je n'aurais pas noté qu'en effet, pour les 3 prix, ce sont des femmes qui sont les réalisatrices. Mais je pense qu'en effet, ça s'explique aussi par le documentaire nécessite beaucoup d'approches, beaucoup de rapports humains, beaucoup de proximité certaines aussi. Sensibilités peut-être. Et je pense oui aussi une certaine sensibilité, un certain regard. Et c'est vrai que maintenant que tu me le fais remarquer, ces 3 documentaires ont une touche très féminine et très intimiste, en effet. Alors, vous avez assisté aux discussions du jury lors des délibérations sans dévoiler les grands secrets. Pourquoi l'Oimata a été choisi ? Alors, c'est vrai que c'est rare qu'on assiste en fait aux délibérations du jury, mais là, le numérique a fait qu'il fallait qu'on soit présent et c'était une grande chance pour moi, au bout de 12 ans de festival, de pouvoir faire la petite souris. Et je pense que ce qui les a touchés, d'ailleurs dans tous les films en général, mais particulièrement dans l'Oimata, alors c'est à la fois évidemment l'histoire de la protagoniste, qui est une histoire forte, une histoire douloureuse, mais aussi toutes les thématiques qui sont abordées au travers d'un voyage culturel, au travers aussi de l'exil, puisque c'est une Samoane qui vit en Nouvelle-Zélande. Et puis on disait avec toute cette retenue, cette intimité, et puis également évidemment une réalisation de très grande qualité. Et aussi le jury a, je pense, voulu saluer le fait que c'est un documentaire indépendant qui s'est monté avec peu de moyens. Et ça aussi, c'est des choses que nous, au festival, au FIFO, en tout cas, on tient aussi à appuyer. Donc, je pense que c'est un prix très représentatif de l'esprit du FIFO. Alors, cette année, festival 100% numérique. Vous allez nous communiquer les chiffres, les connexions. Il y a eu pas mal de connexions, 20% de l'Hexagone, par exemple. Est-ce que cette passerelle sera renouvelée dans les prochaines éditions, dans le cas où elle se tiendrait en présentiel ?
Alors d'abord, je tiens à dire que quand je suis venue au début, c'était, je le disais, un grand défi et que en fait, nous ne nous attendions pas au succès que nous allions rencontrer. Nous sommes vraiment très heureux. On a eu plus de 13 000 inscrits sur le site, plus de 35 000 visionnages de tout ce qu'on a proposé, ce qui en fait est plus que ce qu'on obtient normalement pendant le festival. Donc c'est juste énorme. On est vraiment très heureux. Et en même temps, c'est vrai que ça nous ouvre beaucoup de perspectives, beaucoup de nouveaux horizons qui vont pouvoir s'ouvrir pour le FIFO, notamment, on le disait, en métropole, mais aussi en Calédonie et dans le Pacifique. Et on est particulièrement heureux d'avoir pu ouvrir cette porte. Notamment, on a eu beaucoup de messages d'étudiants ou de Polynésiens qui sont en métropole et qui ont pu suivre le FIFO. Et ça, c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Et cela va être renouvelé? Alors oui, nous espérons que cela va être renouvelé. On va essayer, mais c'est vrai que derrière, il y a des moyens techniques. En tout cas, la plateforme a été créée par des Polynésiens. Ça aussi, je tiens à le dire, parce que je pense que nos amis du Pacifique ont été assez étonnés de voir la qualité de ce qui a été produit. Et tout a été fait localement. Donc, je tiens à dire bravo aux équipes et bravo à la jeunesse polynésienne. Une très belle édition réussie. Donc, merci beaucoup, Myriama Bounou, d'avoir été notre invitée ce soir. Sachez par ailleurs qu'un pass FIFO Winner est disponible ce week-end pendant 48 heures. Il permet de voir les films primés tarif 1000 francs au tarif de 1000 francs. Et donc, pour en profiter, rendez-vous en ligne. Et la 19e édition se tiendra du 5 au 13 février 2022. Souvenez-vous, le 22 janvier dernier, la société EDT annonçait avoir battu un record de production photovoltaïque sur Tahiti, l'occasion de s'intéresser à cette énergie renouvelable. Focus aujourd'hui sur une entreprise d'Arui qui investit depuis 2016 dans le solaire et qui réalise ainsi une économie conséquente. Caroline Fary et Patrick Tsing-Tsing. Dans cette usine de production laitière, la consommation en électricité est importante. Pasteurisation, mise en cuve ou conditionnement, des process plutôt gourmands en énergie. Ça représentait en 2015 925 000 kW par an. Et en 2019, avec des nouveaux investissements, les machines consomment moins. On est passé à 725 000. Une première installation photovoltaïque en 2016 a permis de convertir 20% de la consommation électrique en solaire. Après une deuxième phase d'extension en 2020, la part du solaire est passée à 53%. Notre consommation électrique a énormément chuté, puisque en 2015, on payait à EDT 31 millions. Et puis en 2020, seulement 20 millions. Et en 2021, on prévoit 17 millions. Ça veut dire que les deux centrales, qui ont coûté au total, net de subvention, 34 millions, elles seront amorties en 6 ans. Un avantage que bon nombre de particuliers et d'industries ont bien compris. Depuis 2019, les demandes en termes d'installation sont en augmentation de 40%, avec 2450 producteurs sur Tahiti et 300 dans les îles. Mais les productions hydroélectriques et thermiques restent pour l'heure majoritaires, en l'absence de batteries de stockage. Le photovoltaïque, une fois qu'il y a un nuage qui passe sur une zone, on perd tout de suite la production. Et il faut que les groupes, la puissance soit présente pour fournir l'énergie perdue aux consommateurs qui continuent à consommer, qu'il n'y ait pas de différence en fait dans leur consommation. Uniquement les batteries de stockage pourront répondre à cela. En attendant une éventuelle réglementation en la matière, le soleil de Polynésie reste un atout majeur pour une transition énergétique réussie. Le solaire ne représente aujourd'hui que 5% de la production électrique de Tahiti. La bataille contre le VIH n'est pas terminée. Pour éviter les contaminations, il faut se protéger. Aujourd'hui, 75% du nombre de personnes dépistées chaque année affirment ne pas porter de préservatif lors d'un rapport sexuel. Alors l'association Agir contre le sida continue ses missions d'information et de sensibilisation. À l'occasion de la Journée mondiale du préservatif, des bénévoles en ont distribué dans tous les lieux fréquentés de Bora Bora, comme les restaurants. Nicolas Beaufils est l'un d'entre eux. Il répond à Rosanna Meihuta. Nous sommes ici pour rappeler qu'il est important d'utiliser le préservatif car les infections sexuellement transmissibles explosent actuellement en Polynésie française. En fait, pour beaucoup, attendaient que la prévention revienne sur l'île et l'accompagnement aux différentes questions. En Polynésie, 140 personnes sont atteintes du VIH, 92 sont décédées depuis 1985, 4 entre 2018 et 2020. Ce samedi soir, une distribution de préservatifs se fera également dans les bars de Papeete par l'association Agir contre le sida.
Un mot de sport avec cette victoire de la championne tahitienne de MMA. Flor Hani a remporté hier son combat contre l'américaine Valérie Soto, combattante pro MMA sous l'égide de la LFA, la Legacy Fighting Alliance. Le combat s'est disputé en 3 rounds de 5 minutes. Avaro Nigel, manager de Flor Hani, a suivi le combat de sa protégée depuis un bistrot de Papeete et elle est évidemment très heureuse du résultat. On l'écoute. Elle a fait un super beau combat, elle a géré, elle a été intelligente, voilà, on a tout vu, on a vu de la boxe, on n'a pas vu trop de sol parce que l'adversaire elle n'a pas voulu aller au sol, donc elle a tenté un sol, Flor, et tout de suite on a vu que l'adversaire n'est pas ça, elle s'est debout, mais voilà, elle a fait un beau combat. Pour rappel, Flor Hani, 34 ans, est la première combattante de Polynésie à avoir signé avec la LFA. Elle a désormais 3 combats à son palmarès, dont 2 victoires et 1 défaite. Du ballon rond pour terminer. Intégrer une formation football-études pour pratiquer la discipline dans les conditions du haut niveau et devenir footballeur professionnel, c'est le vœu de la Estefana pour ces jeunes prodiges. Et le club n'hésite pas à mettre les moyens. Depuis quelques temps, un éducateur et entraîneur spécialisé de métropole accompagne les joueurs. Sandroli et Théophane Ter-Itua en ont rencontré 2 qui veulent faire carrière. Regardez. Kinan et VTA ont commencé à jouer au football depuis tout petit. Aujourd'hui, ils répètent les techniques de base et doivent également réaliser une vidéo avant 2 semaines pour l'expédier à différents centres de sport-études et être remarqués. On a des sections sportives qui existent au club et on a voulu aller plus loin sur les jeunes talents qui sont détectés par l'ensemble des éducateurs du club. On les prend en séance et on les fait travailler. On a des contacts aujourd'hui avec des recruteurs en métropole qui doivent venir ici en Polynésie pour pouvoir regarder nos joueurs évoluer et voir leur progression. Et on espère un jour avoir de nouveau un Pascal Vaillura qui joue en métropole et pouvoir les regarder en France. Tous 2 occupent le poste de milieu offensif. Kinan est fan de Messi et VTA de Ronaldo. Leur rêve, devenir joueur professionnel, mais le chemin est encore long et demande beaucoup de gestes de haut niveau. On a fait quelques exercices qui démontrent bien notre capacité physique ici au football et technique surtout. Sur les exercices contre le mur et sur les gelons pied droit, pied gauche. Avec centre et finition devant le but, on a bien démontré tout ça aujourd'hui. On va essayer de partir en métropole pour aller tester nos compétences là-bas et pouvoir peut-être entrer dans un centre de formation. La réussite d'un enfant se fait grâce à la complicité des parents. À chaque entraînement, ils les soutiennent et parfois ils prennent plaisir en jouant les gardiens de but sur le terrain. C'est de l'investissement parce qu'on est derrière nos enfants, hein, donc on les aide à réaliser leurs rêves et voilà, tant qu'on peut être derrière eux, on sera là toujours. Hein. Ils sont 5 jeunes talentueux dans le club de Tefana, peut-être les grands espoirs du football polynésien de demain qui évolueront dans un club national en métropole. Voilà, en info. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est la fin de ce journal. L'information principale retenue concerne le tourisme. Les rescapés de Bora Bora limitent la casse grâce au salon du tourisme virtuel qui n'a pas découragé la clientèle locale. Seul mauvais point relevé par les représentants du secteur des îles, l'obligation pour eux de venir à Tahiti faute d'Internet. 50% des pensions de famille ont participé. Certaines ont pu remplir leur carnet de réservation pour les 2 prochains mois. Les offres promotionnelles sont proposées jusqu'à demain, dimanche 14 février. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. À suivre sur la première, votre Tarina Maohi. Bonne soirée, portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet